Bonjour, aujourd'hui on va essayer de répondre à cette question assez simple et complètement idiote. Est-ce que l'ordinateur est vivant? Alors, quand je préparais cette formation, eh bien, ma fille m'a dit, mais papa, c'est complètement con ta question, mais je lui dis, parfois les questions cons méritent quand même d'être creusées. Et d'abord, pourquoi est-ce qu'on pourrait considérer quelque chose qu'on n'arrête pas d'engueuler ne serait pas vivant, hein? Donc sans doute un ordinateur est vivant parce qu'on lui parle. Deuxième point, je ne sais pas si ça vous arrive, hein, mais en tout cas, dans ma maison, ça crie sans arrêt. Et beaucoup de gens ont envie de tuer des ordinateurs. Et ici, on voit Sylvester Stallone à la fin de Rambo 3 tuer un ordinateur. Donc, effectivement, c'est une frustration qu'on a souvent contre les ordinateurs et qui mérite d'être épanchée. Alors, on va déjà se poser la question vraiment sérieusement, qu'est-ce que c'est que le vivant et l'ordinateur peut-il prétendre être vivant? Alors, effectivement, on va commencer par regarder une définition scientifique du vivant. Scientifiquement, qu'est-ce qui peut être vivant? Alors, scientifiquement, le vivant, ce sont les choses suivantes. C'est un être qui naît, qui grandit, qui se nourrit, qui se reproduit et qui meurt. Alors, ben, qui nous concerne, l'ordinateur, ben, est-ce qu'il naît? Oui, on peut considérer plus ou moins qu'il naît, mais bon, oui. Est-ce qu'il grandit? Ben non, effectivement, l'ordinateur ne grandit pas. Est-ce qu'il se nourrit? Ben oui, effectivement, on est obligé de le câbler, de l'alimenter en électricité. Donc oui, plus ou moins, il se nourrit plus ou moins. Est-ce qu'il se reproduit? Pas du tout, pas du tout, pas du tout, ça s'est jamais vu. Et est-ce qu'il meurt? Bah, bien sûr qu'un ordinateur meurt, moi j'en ai connu pas mal qui ont périclité. Alors on ne parle pas vraiment de mort, mais plutôt d'obsolescence, hein. Et donc voilà, bah, en tout cas on voit que par rapport aux critères scientifiques de la définition du vivant, eh bien l'ordinateur n'est certainement pas vivant. Bon, ben, si on retourne à nos considérations précédentes, pourquoi est-ce qu'on décrit après? Pourquoi est-ce que on a envie de le tuer? Eh bien, ça, c'est une bonne question, hein, qu'on va essayer d'appréhender. Donc, ici, ben, l'explication est assez simple. C'est que ben, on met beaucoup d'espoir dans l'ordinateur et souvent l'ordinateur nous déçoit. Donc, en nous décevant, ben, effectivement, on a l'impression d'être face à un animal ou quelque chose de complètement idiot et qui ne comprend rien. Et ben, c'est à peu près l'image qu'on a de Rantanplan. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, Rantanplan est un chien qui figure dans beaucoup de Lucky Luke. Mais si effectivement on regarde au fond des choses, c'est pas pour de bonnes raisons qu'on crie après les ordinateurs, c'est pas pour de bonnes raisons qu'on a envie de les tuer, puisque les ordinateurs ne trompent personne. Un ordinateur, c'est somme toute quelque chose de très très fiable, et c'est nous qui nous trompons avec eux. Alors ici, je peux citer ici une phrase qui est pleine de justesse, hein, cette maxime a été donnée par le créateur des Shadows, qui dit que les ordinateurs, plus on s'en sert et moins cela a de chances de mal marcher. Effectivement. Donc les raisons pour lesquelles on considère que les ordinateurs sont vivants ne sont pas de bonnes raisons. Alors, néanmoins, vivant, pas vivant, on peut comparer maintenant l'usage d'un ordinateur. Donc l'ordinateur fait partie de ce qu'on appelle les choses et non pas des êtres vivants. Mais si on compare l'ordinateur avec une fourchette, alors, ben, effectivement, les deux sont très utiles, hein, c'est ça qui les rassemble. Il y en a un qui va être plus simple, hein, puisque un enfant de l'âge de 2 ans peut se munir d'une fourchette et s'en servir à bon escient, alors que ça va lui prendre une bonne dizaine d'années pour pouvoir commencer à utiliser un ordinateur. Mais ce qui va les différencier
largement, c'est que bah, l'ordinateur va vous permettre de faire un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de l'intime que la fourchette. Effectivement, vous arrivez le soir chez vous, vous avez une journée de travail, vous vous reposez un petit peu et qu'est-ce que va vous permettre l'ordinateur? Ben, en fait, il va vous permettre de développer une certaine intimité. Alors, vous allez par exemple sur Facebook, vous allez vous plaindre d'un événement qui vous est arrivé. Donc, l'ordinateur va être une espèce de confident. Euh, l'ordinateur, ben, en fait, s'immisce dans l'intime parce que ça va être la possibilité soit de créer des choses, soit de notifier des choses, soit de confier des choses. Et l'ordinateur va prendre une certaine place dans l'intime. C'est une grande nouveauté par rapport, par rapport à par rapport à des choses qu'on avait jusqu'à dans les années 60. Donc l'ordinateur, un peu comme la télévision, a pris une grande place dans les foyers. Il a pris une place dans l'intimité des personnes. Ici, ici, on a aussi également cette notion que l'ordinateur, c'est quelque part entre notre sphère purement privée et la sphère publique, une sphère virtuelle. C'est un débat qui anime pas mal. Aujourd'hui, toutes les problématiques de sécurité des informations et de non-divulgation des données personnelles, effectivement, l'ordinateur étant dans la sphère personnelle, avec des entrées du public, eh bien, effectivement, toute cette notion de public privé est un peu mélangée à sein de l'ordinateur. Et c'est un débat. Mais comment est-ce qu'il en est arrivé là, l'ordinateur, pour s'immiscer dans nos vies? Si on prend une approche un peu historique, dans les années 50 à 70, il y avait très peu d'ordinateurs, hein. Donc on va dire de l'ordre de 10 000 par an. Et ils étaient très très peu utilisés parce qu'effectivement il fallait avoir un hangar pour pouvoir le mettre et qu'il valait très 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 cher. Il valait à peu près 400 000 euros ou 4 millions d'euros. Enfin bon, c'est assez effarant. Et puis pour pouvoir dialoguer avec un ordinateur, il fallait passer énormément de temps pour programmer des petites cartes qu'on appelait cartes perforées. Alors c'est à partir des années 80 que les ordinateurs se sont développés, sont devenus beaucoup plus populaires et beaucoup moins chers. Donc, ce qui a déclenché le démarrage de l'informatique auprès du grand public, c'est vraiment le microprocesseur. Et c'est ici ce composant électronique qui rassemble à lui tout seul le cœur de l'ordinateur. Donc en 1984, à la faveur de la diffusion des premiers ordinateurs à microprocesseurs, on est arrivé à 7 millions, à peu près la production d'ordinateurs en 1984. Donc à l'époque, on les utilisait avec des écrans, qui était un grand progrès par rapport à la carte perforée. Et un ordinateur valait à peu près 4 000 euros. Alors, ben, les progrès aidant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les ordinateurs sont rentrés dans les foyers. Donc, ici, de deux façons. Ici, par leur prix qui a continué à baisser, bien sûr, et avec l'invention de ce qu'on a appelé le mode graphique. Donc, des ordinateurs qui sont beaucoup plus avenants que le mode caractère qu'on avait avant. Et puis, l'invention de la souris. En 1994, donc ce n'est plus 7 millions d'ordinateurs qui ont été créés, comme 10 ans auparavant, mais c'est 100 millions d'ordinateurs qui ont été produits. Et l'ordinateur coûte à peu près dans les décennies des 1990 l'équivalent de 1000 euros. Alors ici, la décennie 1990 a été aussi la décennie qui a vu le grand développement du système Internet
qui a été la deuxième révolution, on va dire, la deuxième énorme révolution après l'invention du microprocesseur. Donc la révolution de l'Internet qui s'est beaucoup développée à partir des années 95, 96, 97, 98 et qui a changé énormément notre vision de l'informatique, puisque l'ordinateur personnel est devenu aussi le support de la communication. Donc, grâce à tous ces progrès et à la diminution du coût de l'informatique ou de l'ordinateur, bien aujourd'hui, on est arrivé à une situation où les choses évoluent énormément. Et on parle non seulement d'ordinateur, mais on parle de tablettes, de smartphones. Et en 2014, bien, on en est à une production annuelle de l'ordre de 350 millions d'ordinateurs personnels. On a en plus de cela 230 millions de tablettes et on a en plus de cela, la forme la plus petite et la moins chère de l'ordinateur, à peu près 1 milliard de petits ordinateurs qui servent de téléphone, qu'on appelle aussi les smartphones. Donc on voit qu'on est passé, effectivement, c'est la dernière décennie d'un monde où, effectivement, en fait, seuls quelques privilégiés avaient des ordinateurs, ou un monde où il y a quasiment plus d'ordinateurs et de téléphones intelligents que d'humains. Donc, voilà. Ici, en 2014 ou 2015, ben, on peut avoir quelques matériels chinois qui sont vraiment pas chers, hein. Par exemple, un téléphone portable intelligent pour à peu près 60 euros, une tablette pour à peu près 80 euros. Donc, il n'y a plus vraiment de frein à la démocratisation de l'informatique. On ne parle plus des ordinateurs, on va parler de l'informatique personnelle. Et cette dernière s'immisce dans nos vies parce que, effectivement, il n'y a plus vraiment d'endroit, hein, où vous n'avez plus accès à l'informatique, hein. Vous êtes dans la rue, vous avez votre téléphone portable intelligent, vous êtes en train d'attendre le bus, vous pouvez envoyer un email à quelqu'un. Vous êtes dans un café, vous pouvez attraper l'internet et regarder une vidéo. Il n'y a plus aucun endroit où vous êtes privé d'informatique. Cela rend l'ordinateur euh, non pas vivant, mais présent à n'importe quel moment de notre vie et on peut dire envahissant. Dans l'ordre des choses, ici, voilà, si on regarde ici un certain nombre d'objets qui sont représentés dans cette feuille, bien, ce qui va rendre un objet intéressant pour l'humain, ces différentes fonctions. Alors ici, tous ces objets ben, sont utiles, hein, sauf ce galet. Donc, celui-là, on va pouvoir l'écarter. Voilà. Et voilà, vous avez donc ben, l'humain va s'attacher beaucoup à des objets qui sont communicants, hein. Alors ici, quels sont les objets qui sont communicants? Bien évidemment, nous avons le téléphone, nous avons l'ordinateur. Alors, on a aussi les objets qu'on appelle des multiplicateurs, hein. Dans le sens où ils vont vous permettre de produire énormément alors, par exemple, la voiture est démultiplicateur parce que ce que vous pouvez marcher en une journée, bien, effectivement, avec la voiture, vous pouvez en marcher 100 fois plus. Le, la machine à coudre est un objet aussi démultiplicateur parce que vous pouvez coudre en une journée, vous pouvez en coudre 1000 fois plus avec une machine. Et l'ordinateur est démultiplicateur aussi. Bon, les objets qui sont intimes relèvent beaucoup d'intérêt. Donc, quels sont les objets qui sont intimes ici? Évidemment, on a la poupée, on a aussi le piano. Le piano est un objet intime dans le sens où eh bien, on va pouvoir exprimer des choses intimes avec le piano qu'on ne peut pas exprimer par la voix.
Et l'ordinateur est aussi quelque chose qui relève de l'intime. Autre objet, autre qualification des objets qui nous permettent de les valoriser, c'est les objets qu'on appelle heuristiques. Heuristique, ça veut dire tout simplement qu'ils nous permettent de découvrir des choses. Donc, au sens du côté heuristique des objets, eh bien, nous avons la voiture qui va nous permettre de découvrir d'autres environnements et nous avons toujours l'ordinateur, qui est un grand outil qui nous permet d'assouvir notre curiosité. Donc, si on cumule un peu les caractéristiques des objets, on voit que l'ordinateur est très bien placé. Alors, évidemment, euh, le, le classement des objets, suivant la valeur qu'ils ont, bien, est toujours relatif à la personne hein, suivant son âge et ses intérêts. Mais pour notre français moyen, notre française moyenne, sans doute dans la classification des objets, bien les objets qui ont plus de valeur sont la voiture et pour beaucoup l'ordinateur. Voilà. Alors aujourd'hui, ben, on va reposer la question en forme de conclusion. Les ordinateurs, tablettes, smartphones sont-ils vivants? Donc oui, effectivement, on a bien compris qu'ils n'étaient pas vivants. Par contre, effectivement, ils sont beaucoup frustrants parce qu'on attend énormément de choses des ordinateurs et ils nous déçoivent. Ils sont naturellement envahissants et ils nous transforment. Donc qu'est-ce qui va les rendre vivants, les ordinateurs? Ben, c'est principalement le fait que ben, on va faire un transfert des frustrations et des sentiments qu'on peut avoir vers l'ordinateur. Donc c'est le transfert au sens de la psychanalyse, c'est un déplacement d'affect. Donc, voilà ce qui rend l'ordinateur vivant. L'ordinateur n'est pas intrinsèquement vivant, mais un, à cause de ce mécanisme de transfert, ils deviennent vivants. Voilà pour aujourd'hui et à bientôt pour de prochaines instructions.